Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entreprise, la chaîne où on interviewe des entrepreneurs bretons. Aujourd'hui, on va interviewer Alexandre, donc qui est de Horizon Canopé. Et ce que je vais te demander, si ça te dérange pas, ce sera de faire un petit truc pour la chaîne. Et oui, effectivement, pour aider la chaîne dans son référencement, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci beaucoup, ça nous aide énormément, n'hésitez pas à le faire. Donc, comme on disait, Alexandre, toi tu es d'Horizon Canopé, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une entreprise que tu crées depuis, qui a été créée depuis combien de temps? Je l'ai créée de mémoire juste avant Noël, le 22 décembre, je crois. Ouais, donc c'est tout récent. Donc c'est tout frais, tout à fait. Ok. Je vais reprendre avec toi les 3 grandes questions de l'interview telle qu'on la prépare aujourd'hui. Pourquoi es-tu en Bretagne? Ouais. La deuxième question, c'est quels sont les statuts que tu as mis en place pour ton entreprise? Et la troisième question, qui est Alexandre? Clairement. Ok, tout à fait, Ok. ça marche. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est de démarrer. Pourquoi es-tu en Bretagne? Dis-moi, Alexandre. Pourquoi je suis en Bretagne? Moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui est né en Bretagne. Je suis né à Brest. Ok. Je suis né à Brest. Mes parents ont vécu et travaillé là-bas jusqu'à mes 1 an. Ensuite, ils sont arrivés à Auray, puis Vannes. Donc, finalement, ma région de naissance et d'attache en tant que jeune avant d'être adulte en tout cas, c'est la Bretagne. J'ai fait mes études en Bretagne. J'ai repris des études à Nantes, au Mans, pendant quelques années. On va dire que Nantes, c'est en Bretagne. Hein. On va dire, oui, que j'ai pas le bon t-shirt aujourd'hui, mais j'en ai un qui parle de ça. Et oui, en fait, oui, non, mon port d'attache, c'est effectivement la Bretagne. J'ai grandi à Auray et à Vannes, et c'est vrai que moi, pendant toute la phase d'études et mon début de carrière, quand j'ai basculé vers l'environnement, mon objectif, c'était de travailler notamment dans un parc naturel. Ok. Et à l'époque où je termine une première reprise d'études, en 2015, il y avait un projet de parc sur le territoire du Golfe du Morbihan. Donc ça s'appelait le SIAGM à l'époque, donc c'était la structure qui préfigurait la création du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Et voilà, j'étais revenu en Bretagne parce que mon école de gestion forestière était dans le Morbihan, parce que j'avais une attache familiale, des attaches amicales, et que j'avais trouvé du travail en Bretagne. Et notamment dans le sud Morbihan. Et il faut reconnaître que ça reste quand même un territoire qui est magnifique. Et quand on bosse dans l'environnement comme moi et dans les forêts, le Morbihan, on va pas se mentir, entre le littoral, le rétro-littoral, le chevelu de cours d'eau qui part des landes de... J'ai des landes de Gascogne, pas du tout. Qui parle des landes de... Oui, la Gascogne, des landes la de Bretagne, l'Envaux. Qui part des landes de l'Envaux, qui redescend vers le golfe du Morbihan. Enfin voilà, c'est un paysage, c'est un territoire qui est magnifique pour qui s'intéresse à l'environnement. Il y en a d'autres partout en France, hein, mais voilà, étant né en Bretagne, ayant grandi en Bretagne, c'est un territoire de cœur et je m'attache à vouloir le préserver. Ouais, c'est cet attachement au final qui t'a fait rester aussi en Bretagne, te dire que c'est l'endroit où tu es né, où tu as grandi, Oui. que tu as découvert aussi certainement pendant toute ton adolescence et ta préadolescence et ton Et mon adulte. enfance, ouais, ou en tant qu'adulte, ouais, Ouais, complètement, ouais. Ouais, et puis il y a quelque chose qui est très sympa dans le sud Morbihan, c'est que c'est un territoire qui est très attractif touristiquement, mais ça ajoute aussi énormément d'enjeux en termes de pression sur les milieux naturels. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler sur un territoire où il n'y a pas que la préservation de la biodiversité. Je ne juge pas les territoires où il y a beaucoup moins d'habitants, beaucoup moins de pression touristique, mais c'est vrai que c'est un territoire du coup qui est riche en acteurs, riche en enjeux, riche en projets aussi. Et puis c'est un endroit où du coup on va vraiment confronter plein d'avis, plein d'opinions, plein de volontés, développement territorial qu'on ne trouvera peut-être pas sur d'autres territoires. Donc en fait c'est vrai qu'une fois qu'on a mis la main dedans, le doigt dedans, on est vite entré dans une espèce d'engrenage où en fait on participe à plein de projets différents qui se chevauchent les uns les autres. Et ouais, c'est un territoire qui est dynamique et qui du coup intellectuellement et même émotionnellement C'est fort. est très riche et très fort, ouais. Ok. Et je te dirais, là pour le coup, quand tu regardes un petit peu toute la France, chaque territoire doit avoir aussi ses propres caractéristiques environnementales, sociétales. Ouais. Et du coup, toi, c'est finalement, outre en plus la Bretagne, c'est vraiment le Morbihan finalement qui te fait vibrer, quoi. Ouais, je pense que si je devais aller sur un autre territoire, moi je viserais plutôt des territoires, on va dire, montagneux, mais je pense que j'y ferais pas le même métier. Ouais. Je pense que je travaillerais plutôt, justement dans le tourisme. Si je devais aller vivre à la montagne, je travaillerais plutôt dans, guide de moyenne montagne, enfin voilà, accompagner les gens aussi dans des parcours à la fois
sur la découverte du patrimoine naturel, mais aussi du patrimoine paysager. Voilà, c'est les deux types de territoires qui pourraient me plaire, quoi. Vraiment le sud-Bretagne, littoral, ou alors des territoires plus montagneux, mais pas pour faire exactement les mêmes activités professionnelles, quoi. Ce qui est normal au final. Alors, chaque territoire va amener aussi ses propres caractéristiques, comme on disait. Ouais. Et toi, tu t'adaptes aussi et tu adaptes ton discours vis-à-vis du territoire sur lequel tu es. Complètement. Je crois qu'il n'y a pas d'autre territoire après en France qui m'attire autrement pour le travail, quoi. Pour des vacances, pour plein de choses, oui, mais... oui, ce qui est logique. Non, puis je pense que quand on est né en Bretagne, que ce soit dans le boulot ou autrement, on a un petit côté, même si on n'est pas spécialement bretonnant, on a un petit côté où il y a une identité forte qui existe. On y est né, et la Bretagne, c'est notre identité, ça en fait partie. Ouais. Même si on se défend de vouloir être nationaliste, indépendantiste, tout ce qu'on veut, on a une identité forte, et du coup, on a un attachement fort au territoire, quoi. De toute façon, oui, j'en suis le premier concerné. Hein. Moi, j'ai vécu un peu partout en France, et oui, clairement, la Bretagne, c'est là où j'ai toutes mes attaches, pardon. Ouais. Aujourd'hui, et comme tu le dis, on devient aussi breton, on ne naît pas forcément breton. Non, donc, la Bretagne est accueillante. Hein. Ouais, carrément, mais on le sait. Et les Bretons aussi, normalement. Donc, oui, généralement, les Bretons, c'est plutôt cool. Ouais. Donc, la Bretagne, c'est vraiment l'endroit où t'es né, où t'as grandi, et où tu veux faire, entre guillemets, un maximum de choses par rapport à ton entreprise, par rapport à tes activités aussi. Aujourd'hui, oui, moi je vise le Grand Ouest, mais si je reprends, moi c'est vrai qu'il y a un côté très attachement familial, mais il y a une partie de ma famille qui vient de Loire-Atlantique, du côté d'Angers, Ancenis, Pays de la Loire, Nantes, etc. Donc voilà, c'est la Bretagne, c'est le Grand Ouest. Et puis quand on travaille en environnement, il y a un côté aussi où petit à petit on se spécialise pour un milieu, pour une climatologie, ce genre de choses, une région climatique. Et c'est vrai que moi c'est le cas aujourd'hui, en fait, moi je travaille dans le patrimoine arboré. Et je connais l'histoire du patrimoine arboré de la Bretagne, à l'époque où l'agriculture était beaucoup plus dominante, et même encore antérieurement. Donc c'est vrai qu'il y a aussi comme ça tout un fil qu'on déroule, quoi. Je me permets de... Non, mais justement, c'est une très très bonne transition. Je me permets de te couper, justement, c'est... là, techniquement, on va parler du pourquoi aussi tu as créé ton entreprise, quel statut tu as créé pour ton entreprise, mais aussi pourquoi tu l'as fait en Bretagne, ça tu nous l'as dit, mais pourquoi est-ce que tu peux nous en dire plus, pardon, faut que j'arrête de dire pourquoi, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport justement à l'activité aussi après de ton entreprise? Là, tu dis justement, dis-nous en plus et fais-nous rêver. J'anticipe sur la troisième question, du coup. Non, tu peux. Non, là, c'est quels sont tes statuts et l'activité que tu as mis en place par rapport à ton entreprise. Y a un truc qui explique pourquoi je suis sous ce statut-là aussi aujourd'hui. Si je reprends un peu moi j'ai beaucoup travaillé j'ai travaillé un peu en bureau d'études et ensuite beaucoup dans les structures publiques. Mais dans toutes les boîtes que j'ai traversées, j'ai toujours une forme d'indépendance en termes d'horaire de travail, de déplacement, de manière de gérer les dossiers. Je pense que ça me correspond. Ouais. Ça correspond pas à tout le monde, mais je pense que ça me correspond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, basculer sur un statut d'indépendant, c'est aussi une manière de garder cette forme de liberté dans la manière de gérer son travail, de gérer le travail avec les partenaires, de gérer ses horaires. J'imagine bien que c'est pas la liberté la plus parfaite, je démarre encore une fois. Il y a des contraintes, évidemment, mais ça permet de garder une certaine indépendance en termes de décision, de prise de décision et de gestion de son travail. Pourquoi la micro-entreprise aujourd'hui? Pourquoi monter ma boîte aujourd'hui? J'ai 37 ans, du coup. Ça, je me présente un peu. Voilà, t'inquiète pas, on fait les choses comme tu le sens. Hein. Et j'ai beaucoup... j'ai travaillé plusieurs boîtes, et aujourd'hui, une histoire se terminant, je me suis dit que c'était l'occasion, justement, d'avoir peut-être un statut plutôt d'indépendant et de voir ce que je pouvais proposer, moi, à des gens qui veulent travailler avec moi. Il y a aussi ce côté-là, des gens qui veulent travailler avec moi. Des fois, quand on est dans une structure privée ou publique, on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler avec nous, qui sont obligés de le faire, pour des raisons réglementaires ou autres, mais qui n'en ont pas forcément l'envie. Là, l'idée, c'est de proposer de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec moi aussi. Et le statut de micro-entrepreneur, ça représente un peu ça, en tout cas pour un plan de départ, pour une première marche. Et ça m'offre aussi une sécurité qu'il y a peut-être dans d'autres statuts. J'avoue que je ne maîtrise pas tout.
tous les statuts qui existent, mais c'est aussi la possibilité de, pourquoi pas, trouver un travail de salarié en attendant et de maintenir la micro-entreprise pour être un peu plus agile, on va dire, en fonction de comment ça va se passer, cette création d'entreprise, quoi. Là, je me permets de rebondir justement sur ce que tu viens de dire. Il ne faut pas oublier aussi que le statut de micro-entreprise est là pour te permettre de facturer, te permettre d'acquérir de nouveaux marchés, mais ça reste un statut qui est normalement, entre guillemets, provisoire. Normalement, on ne fait pas 15 ans en auto-entreprise. Je dis bien normalement, il y a toujours des exceptions et qui se confirment à la fin. Mais l'objectif, c'est de démarrer en micro-entreprise pour se sécuriser, comme tu dis, et ensuite, si ton activité se développe bien, et il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas bien, de passer, pourquoi pas, en entreprise derrière pour pouvoir mettre en place différentes solutions que tu ne pourrais pas forcément mettre en micro-entreprise. D'accord, ok. Donc ça, c'est un des objectifs. Là, aujourd'hui, tu nous as mis un peu l'eau à la bouche par rapport à ton activité. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, par rapport à Horizon Canopé, donc qui est ton entreprise? Alors, Horizon Canopé, qu'est-ce que c'est? Le nom a été long à trouver. Je fais souvent le cas, je te rassure. Il a été un peu trouvé dans l'urgence, mais je crois que j'aurais peut-être passé plus de temps. J'aurais sollicité plus d'avis, en tout cas extérieurs, que pour donner un nom à ma fille, en tout cas. Bon, ça, après, j'assume ses propos, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que mon activité? Du coup, vous l'aurez compris, moi, peut-être je peux parler de mon parcours pour expliquer. Ouais, bien sûr. Moi, à la base, je suis issu d'un BTS gestion forestière que j'avais fait en apprentissage. Donc, mon premier travail, c'était d'être bûcheron en apprentissage et à côté d'apprendre à être producteur de bois, sylviculteur, vendeur de bois, voilà. Je me permets de te poser, excuse-moi, je te coupe parce que c'est vraiment intéressant. Quand tu dis bûcheron, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le métier réellement de bûcheron? Parce que je pense qu'on est tous le bûcheron avec sa chemise à carreaux qui coupe du bois avec sa hache, et je pense que ça va au-delà de ça. Ouais, alors je pense que j'ai été le bûcheron, ce qui se rapproche quand même le plus de cette définition, entre guillemets, parce qu'il y a en fait maintenant on parle d'ouvriers sylvicoles, donc il y a tout un panel de métiers chez les ouvriers sylvicoles. Il y a, je pense que dans des reportages à la télé, il y a des gens qui ont dû voir des têtes d'abatteuses conduites par des engins, des débardeurs qui emmènent le bois, des débusqueurs qui traînent le bois. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plein de métiers autour du bûcheronnage, notamment dans des grands massifs forestiers où il y a beaucoup d'exploitation. Moi, pour le coup, j'étais bûcheron en Bretagne, du côté de Colpeau, Grandchamp, pas très loin d'ici. Moi, mon métier, c'était vraiment le métier où on arrivait le matin, on prenait les tronçonneuses, on allait dans la parcelle forestière, on coupait le bois. On triait par qualité de bois, donc bois de chauffage, piquet, enfin voilà, en fonction de l'aspect du bois, et on gérait nos andins, c'est-à-dire les rémanents, en fait, quand on... Alors, deux termes. Pardon, double joker. Les rémanents, c'est vraiment tout ce qui va rester, quand on fait la coupe, c'est tout ce qui va rester de la coupe qui est, entre guillemets, non valorisable. Donc c'est les branchages essentiellement. Okay. Bien qu'aujourd'hui, le système forestier, l'économie forestière a tendance à vouloir de plus en plus valoriser tout ce qui est issu de la coupe, ce qui n'est pas forcément bien non plus, c'est bien de ramener un peu de matière en forêt quand même, mais voilà. Et donc ces rémanents, on va les gérer en andin, c'est-à-dire qu'on va essayer de structurer pour le passage des engins derrière qui vont venir prendre le bois, on va essayer de structurer un chantier on va essayer d'organiser le chantier. C'est-à-dire qu'on a des tas de bois, on a des passages, on a un andin, on a un passage, on a encore des tas de bois, et ça permet d'avoir une parcelle qui peut être ensuite évacuée, où le bois peut être évacué facilement. Qui vit aussi derrière, qui n'est pas maltraité. C'est ça. Okay. Après, moi j'étais bûcheron salarié, donc je travaillais pour un producteur de bois, Cyril Hello. Je fais pas de pub parce qu'il n'est plus en activité de toute façon. Voilà, mais qui était un très bon patron, un très bon maître d'apprentissage. Et comment dire, moi j'étais salarié pour lui, mais il existe aussi des bûcherons qui sont ce qu'on appelle des tâcherons, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont payés à la sterne de bois, ils sont payés au travail fourni, quoi. Ils sont pas payés à la tâche. Les tâcherons, ouais, c'est ça. Donc voilà, je sais pas si ça se raréfie ou quoi, j'avoue que moi je suis un peu sorti de ce milieu-là, donc je sais pas trop ce qu'il en est maintenant. Mais voilà, donc il y a plusieurs métiers de bûcheron. Moi j'ai fait vraiment le métier de bûcheron classique, quoi. Tout l'hiver, dehors, sous la pluie. Avec ta chemise à bois. Ouais, alors plutôt avec un pantalon de sécurité multicouche pour éviter que la tronçonneuse te coupe la jambe, des chaussures de sécurité, un casque. C'est moins sexy que dans l'imaginaire, là, pour le coup. Okay, je porte la chemise à carreaux, mais...
Tu viens de casser le mythe. Ouais, voilà. c'est ça, je suis désolé. Et puis l'été, on amenait le bois, nous, sur place au dépôt, et puis on le façonnait en fonction des produits qu'on voulait. Donc ça pouvait être du bois de chauffage, des piquets de clôture. Okay. Sud-Morbihan oblige, on faisait de la perche ostréicole aussi. Donc c'est grandes tiges qui font 7 à 9 mètres en châtaignier qu'on enfonçait dans l'eau, qui permettent de baliser en fait les chantiers ostréicoles. La touffe dépasse hors de l'eau, de l'extrémité, et puis ça permet au bateau de savoir qu'il y a un chantier ostréicole. Okay. Donc voilà, on façonnait du bois en fonction des besoins. Je me permets juste ostréiculture, donc c'est tout ce qui va toucher aux huîtres. Production des huîtres. Production des huîtres. C'est ça, oui, pardon. Voilà. Non, mais on vise un public international. Exactement. Donc effectivement, tu as commencé bûcheron. Ouais, j'ai commencé en bas de l'échelle. De là. Non, mais c'était un choix en fait. Enfin, bas de l'échelle dans le sens. Oui, c'est un peu paraître péjoratif. Non, mais dans le sens où BTS Gestion Forestière, ça nous amenait aussi à pouvoir gérer des équipes sur des chantiers, ce genre de choses. Okay. Et l'idée, c'était aussi de connaître le métier des gens qu'on est censé diriger avant de le faire, quoi. Faut toujours savoir ce qu'on veut. Si on veut bien manager, connaître un minimum ce que les gens font, c'est bien. Et puis ça permet de se faire respecter, d'être légitime aussi d'une certaine manière dans son métier. Je pense que c'est quelque chose que j'applique toujours aujourd'hui. Mais voilà. Et donc voilà, après j'ai travaillé comme technicien forestier dans un bureau d'études. Et moi, c'est là que j'ai pas trouvé, je me suis pas retrouvé en fait dans le métier de forestier. Alors, je me permets, technicien forestier, qu'est-ce que c'est finalement ? Alors moi, mon métier à l'époque, c'était d'aller faire des caractérisations de peuplement forestier. D'accord. Où on avait un objectif de production. Ouais. De donner des conseils, des itinéraires de gestion, ce qu'il fallait faire des éclaircies pour qu'il y ait moins de bois, pour que les bois puissent prendre plus en diamètre, pour qu'ils atteignent un diamètre d'exploitabilité, un diamètre objectif, qui est le bon en fait pour les scieurs derrière, pour les produits qu'on veut obtenir, que ce soit de la poutre, de la charpente, ce genre de choses. Voilà, exactement. Et aussi derrière proposer de nouvelles espèces à planter derrière en fonction du type de sol. Le forestier, il est spécialiste de la climato, de la pédologie. La pédologie, c'est la connaissance du sol. Du coup, il est aussi botaniste. C'est quelqu'un qui connaît relativement bien la forêt quand même, avec un objectif de production. Donc les connaissances sont circonscrites dans ce domaine-là, vers cet objectif-là. Mais voilà, donc on pouvait aussi, en tant que technicien forestier, aller préconiser du coup de nouvelles essences à planter. Donc souvent des essences pareil qui sont intéressantes en termes de production derrière. Donc ça pouvait être du Douglas, de l'épicéa, ça pouvait être plein d'espèces différentes. Et moi je me suis pas retrouvé dans ce métier-là en fait. J'étais pas un vendeur de bois, j'étais pas un producteur de bois. Quand on est gamin, on demande ce qu'on veut faire. Moi je disais moi je veux travailler dans les forêts. Et moi j'avais une vision un peu poétique, idyllique, poétique, romancée de la forêt. Et voilà, je me suis pas retrouvé dedans, quoi. Donc du coup, j'avais une anecdote un peu à la Pierre Rabhi qui m'était arrivée. Je discutais avec un collègue forestier qui était des Landes de Gascogne pour le coup. Ok, c'est d'où je tout à l'heure, effectivement. Et on était face à un chêne qui était en plein milieu d'une forêt. C'est un chêne qui était probablement là à l'époque où la parcelle devait être agricole. Et puis entre-temps, ça s'est transformé en boisement d'exploitation avec des plantations. Mais ce chêne est resté, quoi. Donc un chêne vraiment magnifique avec des belles charpentières, enfin très beau. Et c'est vrai, moi j'avais ce côté, il est beau cet arbre, quoi. Et le collègue à côté me disait, attends, tu rigoles, il a un gros défaut majeur à 2 mètres, on en tire à peine du plodé, il vaut rien au mètre cube, quoi. Okay. Et je vais pas dire que ça a été un déclic, mais un peu quand même, quoi. Ouais, toi, tu avais le côté visuel où l'arbre était majestueux. Il dégage quelque chose. Voilà. Puis il est gros, il a une histoire, quoi. Donc il en a vu passer des choses. Et tu as été confronté, entre guillemets, au pragmatisme de dire on peut pas en faire des planches, quoi. C'est ça. On n'en fera pas de la belle planche, en tout cas. Voilà, en étant bête et discipliné. Ça fera du lamellé-collé dans tous nos bons magasins de fourniture de matériel pour le bricolage du dimanche, quoi. Ok. Donc oui, effectivement, cette partie-là, tu t'es dit non, c'est pas pour moi. Ouais. Du coup, c'est là que j'ai commencé à reprendre mes études, du coup, avec un objectif de travailler en environnement, quoi. Je vais pas dire de créer mon métier, parce qu'il y en a d'autres, mais d'être plutôt écologue forestier, quoi. Donc un écologue, c'est différent d'un écologiste, je le précise. L'écologiste est un militant et l'écologue est un scientifique. D'accord. C'est son métier. Et donc écologue forestier, donc un Après, écologue... les deux sont pas antinomiques. Non, du tout. Non, c'est pas antinomique, mais des fois on entend le mot écologiste comme quelque chose de péjoratif en bouche. Et l'écologue, c'est un travail, vraiment pour le coup. Okay. Voilà, il y a plein de militants et c'est très bien, quoi. Aussi pour d'autres raisons, quoi.
Et donc voilà, donc j'ai repris mes études avec cette volonté-là, donc une licence professionnelle. Par la suite, j'ai travaillé que dans le public à partir de là. Donc Métropole, au service biodiversité, dans un syndicat de bassin versant pour la replantation de haies bocagères avec un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau. D'accord. Et des continuités écologiques. Donc, finalement, tu t'es pas, entre guillemets, façon de parler, uniquement centré sur l'arboré. Tu as aussi vu tout ce qui touchait à l'eau, tout ce qui touchait aussi au sol, ce genre de choses. Donc, tu as quand même un panel de choses assez importantes. C'est vrai que petit à petit, alors, d'un côté, j'ai déconnecté du terrain à force de reprendre les études. Et d'un autre côté, effectivement, le champ de compétences et le champ de thématiques abordées, que ce soit dans les études ou dans les métiers, dans les postes en eux-mêmes, a été de plus en plus large. Ouais. Okay. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a entraîné à continuer. J'ai fait un master en enseignement à distance. C'est ce qui m'a un peu tiré une espèce de course en avant, d'aller chercher de la connaissance, des thématiques nouvelles à expérimenter, à explorer. Et très chouette, quoi. Enfin, évidemment. Et donc, finalement, le fait d'être, entre guillemets, parti du je vais couper un arbre pour en faire des planches, jusqu'à l'écologue, pour le coup. Ouais. Quel objectif tu t'es fixé par rapport à ça? Parce que... À l'époque ? Alors, même aujourd'hui. Hein. Même aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, ouais. Finalement, tu pars du... je coupe du bois en étant très, très large dans mon terme. Je fais de la bûche et là, je suis capable de dire que tel arbre va permettre telle chose pour la biodiversité, ce genre de choses. T'es passé vraiment du plus petit, entre guillemets, en termes de caractéristiques, jusqu'à... Ouais, complètement. Je sais pas exactement quel objectif j'avais dans tout ça. Je pense qu'il y avait une passion, une curiosité, quoi, qui m'a poussé à engranger du savoir. Et puis après, au bout d'un moment, on est plus curieux d'un sujet en particulier, quoi, plutôt qu'un autre. Après, il y a un phénomène autour de l'arbre qui est intéressant. Je sais plus qui disait que on connaissait mieux notre système solaire que les arbres qui nous entourent. Ce qui est pas faux. Et c'est assez vrai, hein, depuis... moi, il y a 15 ans, quand je démarrais à travailler en tant qu'écologue, on va dire, et à travailler dans les arbres, les gens s'en fichaient des arbres. Enfin, je veux dire, l'arbre restait ce qu'il était à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire du mobilier urbain, quoi. Facilement remplaçable, jetable. On est passé des fruitiers au jet autrefois greffés à nos grands-parents à des fruitiers bastiges qui produisent beaucoup mais qui disparaissent très vite. Tu sais que tout le monde sait exactement ce que tu viens de dire. Là, le fruitier bastige, moi, tous les matins au petit déjeuner. Écoute, tu manges 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Le fruitier aux tiges, c'est le fruitier qu'on greffe à 1,80 m. Okay. C'est plutôt issu des pratiques anciennes, justement, d'antan, parce qu'on y avait des animaux en dessous. Enfin voilà, les parcelles agricoles n'avaient jamais un seul usage, elles en avaient forcément plusieurs, ce qui était très pertinent, parce qu'un jour il y a une production qui tombait à l'eau pour une raison ou une autre, on avait toujours le reste qui permettait. Puis les fermes étaient aussi autonomes, enfin plus autonomes, hein, on s'alimentait, on gagnait pas tant d'argent, mais voilà. Et je me suis perdu en route, donc le fruitier aux tiges, c'était ça, et puis c'est vrai que... le fruitier bastige, du coup. Voilà, après-guerre, on a visé, plus de rentabilité, donc ça s'est traduit par plein de choses, la monoculture, des races plus productives, l'abandon de terres plus pauvres, et notamment sur les fruitiers, la mise en place de ce qu'on appelle les fruitiers bastiges, c'est plus facile à récolter, c'est plus productif, avec toutes les nouvelles variétés qu'on avait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de fruitiers bastiges? Parce que moi je comprenais bastige. Oui, bastige, c'est ça. Okay. Ouais, en fait, c'est juste que la greffe va être vraiment au ras du sol, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et la haute tige, c'est en hauteur, quoi. Ok. Voilà. Et les pêches, les pommes, ça va être des hautes tiges. Alors, le bastige se fait pas mal sur les fruitiers à pépins, les pommes, par exemple. Okay. Pommier, c'est un grand classique du fruitier bastige, quoi. Ok. Et pourquoi je parlais de ça, moi? Oui, du coup, c'est un arbre qui vit moins vite. Et justement, le principe, c'était de comprendre un petit peu l'objectif que tu t'étais fixé. Et effectivement, plus tu vas dans tes explications, on sent que tu es devenu un véritable expert de ton domaine. Mais justement, toi, on se connaît un petit peu en dehors. Je sais que tu es très... tu fais en sorte de faire cohabiter le vivant. Ça, c'est vraiment une chose qui t'importe. Avec l'homme, tu veux dire? Avec l'homme, ouais, tout à fait. Ouais, aujourd'hui, on parle de socio-écosystème, même pour pouvoir réintégrer l'homme dedans. Ouais. L'écosystème, c'est déconnecté de la nature, et comment dire, tout ce qui est notion de sociologie, c'est quelque chose qui tient pas forcément trop compte de l'environnement, et la notion de socio-écosystème, justement, cherche un peu à réunir
L'homme et la nature, quoi. Ouais, parce potentiellement, et là tu m'arrêtes tout de suite, ou vous pouvez le mettre en commentaire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, il n'y a aucun souci. C'est là aujourd'hui, on sent que l'homme, dans son espèce, on va dire, c'est quand même assez laissé aller vis-à-vis de la nature. Et potentiellement aujourd'hui, toi peut-être, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres entreprises qui cherchent aussi à faire ça, c'est que on reprenne avec la nature reprend ses droits et l'homme aussi travaille pour que ses droits soient le mieux respectés possible et que tout le monde cohabite en fin de compte. Ouais, je vais pas faire du militantisme ni rien. Non, c'est pas du militantisme. On sort peut-être un petit peu c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du militantisme, oui, c'est aussi un fait de société, hein, clairement. On sort peut-être entre guillemets un poil du sujet, mais c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, quand on parle d'adaptation au changement climatique, d'adaptation à plein de choses, faut quand même avoir conscience qu'on parle beaucoup d'adaptation de l'homme à tout ça. Si on regarde un peu à travers l'histoire les grandes catastrophes écologiques, globalement, la nature, les espèces, il y en a des nouvelles qui apparaissent derrière. Le vivant, au sens large, est présent et toujours présent après. L'homme, par contre, a vraiment une conscience individuelle, une conscience de son individualité, de son existence. Donc c'est vrai que lui va chercher à se préserver, mais c'est lui qui a le plus intérêt à s'adapter aujourd'hui pour survivre. Qui va mettre en œuvre, en tout cas, des moyens pour ça. Donc c'est vrai que aujourd'hui, travailler dans le patrimoine arboré, par exemple, c'est aller proposer aux communes, aux collectivités, de travailler sur ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur, îlots de chaleur, donc recréer des espaces en ville où le minéral n'est plus un immense capteur de chaleur, il est remplacé petit à petit par du végétal, qui va permettre d'avoir des espaces de fraîcheur où on n'a pas toutes ces canicules, en tout cas les canicules n'ont pas autant d'effets que ce qu'on peut vivre dans des villes très minérales, notamment les villes post-seconde guerre mondiale, qui ont été reconstruites très rapidement, qui sont très minéralisées. On parle aujourd'hui de désimperméabilisation pour éviter aussi les phénomènes d'inondation, c'est-à-dire qu'on va casser toutes ces surfaces très imperméables pour permettre à l'eau de s'infiltrer directement dans le sol, d'avoir un circuit plus naturel, de se filtrer aussi, et de ne pas courir directement dans les cours d'eau pour venir faire monter en charge tous les cours d'eau et créer des effets d'inondation. Donc ça, c'est la désimperméabilisation, entre autres. Et puis, voilà, tout un phénomène de qualité de l'air. Quand on a plus de végétal en ville, c'est aussi une manière comme ça de pouvoir filtrer certains polluants. Et alors là, après, c'est plutôt des sujets que j'aborde en conférence, mais c'est passionnant, mais on pourrait y passer des heures clairement. Mais voilà, il y a des produits polluants dans l'atmosphère qui, au-dessus de 18 degrés, en fait, se décomposent et se recomposent pour devenir encore plus toxiques pour la santé de l'homme. Donc on a tout intérêt à maintenir en fait les températures vraiment en deçà de 20 degrés dans les villes, même en été. Et puis il y a l'effet psychologique. Pour le coup, c'est pareil. Je disais tout à l'heure qu'on n'était pas très avancé sur les connaissances scientifiques autour de l'arbre, mais aujourd'hui, la psychologie s'intéresse de plus en plus aussi à l'impact d'un environnement, de l'environnement au sens de l'environnement de vie, et de la présence de la nature dans l'environnement de vie des gens et de l'impact que ça a sur les phénomènes de dépression, d'anxiété, etc. Et aujourd'hui, c'est clairement démontré par de nombreux faisceaux d'études convergentes. La présence de nature en ville permet de réguler des problèmes psychologiques connus comme la dépression, l'anxiété, mais aussi, donc là c'est une sorte physique, mais aussi toutes les problématiques d'arrêt cardiaque, etc. Si je vulgarise ce que tu viens de dire, plus on va avoir de nature autour de nous, mieux on se sentira finalement. Ouais, à la fois dans son corps et à la fois dans son esprit, et c'est pas du je sais pas comment dire ça, la médecine alternative, en tout cas c'est pas du fantasme, c'est des choses qui sont très étayées aujourd'hui, et c'est ça qui est chouette, Et je me permets de te poser la question, finalement, toi, ton entreprise, à quel moment tu interviens, qu'est-ce que tu... c'est aussi Alexandre, il fait ça. Je crois que ça a été le plus dur, en fait, de déterminer quelle était la DA de ce que j'allais proposer, la direction artistique de la boîte. J'ai travaillé sur la pollution lumineuse, j'ai travaillé sur la pollution sonore, j'ai travaillé sur plein de choses, et c'était des sujets passionnants, mais j'ai bien compris qu'il fallait avoir une identité un peu plus resserrée, plus claire pour bouffer, pour travailler, entre guillemets, pour être identifiable. Plus on est clair, mieux c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, mon travail se centre vraiment autour de la notion de patrimoine arboré. Moi, j'aime bien ce terme, parce que l'arbre, c'est un patrimoine historique, culturel, tout ce qu'on veut. Et mon idée, c'est d'être là à plusieurs étapes.
Moi j'ai tout un volet pédagogique que j'aime beaucoup, vraiment, qui tourne autour de l'animation nature. C'est encadrer des groupes de personnes, soit les collectivités veulent ça, soit c'est des gens qui s'inscrivent pour que moi je les accompagne. Dans la nature, pour leur parler de l'arbre, pour leur parler de ce qu'on va croiser, de la forêt, du milieu forestier, des bêtes qui vivent dans les arbres aussi, parce que quand on s'intéresse aux arbres, on devient aussi petit à petit spécialiste des champignons lignivores, ceux qui consomment le bois, des oiseaux qui on va y trouver, les insectes, etc. De la conférence. C'est bien parce qu'on s'ennuie jamais, ça pour le coup, il y a pas de souci, on a plein de livres, hein, du coup. Mais, excuse-moi, du coup, la conférence. Oui, les conférences grand public, ça c'est quelque chose de très chouette, j'en fais une dans pas très longtemps sur Zur, si on a le droit de les citer. De toute façon, c'est trop tard, c'est pas de montage. Donc à Sur Zur, et ça c'est aussi un temps qui est très très chouette parce que, alors on n'a pas le vivant face à nous, mais par contre c'est vrai que pendant 2 heures, 2 heures et demie, ou 1 heure et demie, enfin on va dire 1 heure et demie programmée, puis après ça dure en général un peu plus, on a le temps de déployer un propos, de raconter une histoire. Aussi. On part d'un point de départ, d'un thème, là ça va être conférence et urbanité, pour parler justement de l'histoire de la place de l'arbre en ville et quelle est sa place demain dans la ville de demain. Et donc on a le temps de créer un propos, de développer un propos, quoi, et d'arriver à une conclusion, donc ça c'est des temps chouettes. De la formation aussi. Formation des services techniques sur la gestion de l'arbre, la place de l'arbre en ville, encore une fois. Les bons choix d'espèces, enfin voilà, il y a un concept. Hein. Aujourd'hui, on est amené à battre beaucoup d'arbres, tout simplement parce qu'on n'a pas choisi les bonnes espèces. Pas choisi les bons arbres. Il y a 50 ans en arrière ou... Ouais, même il y a 20 ans, en fait, il y a des grands classiques, quoi. L'eucalyptus planté il y a 15 ans, à 15 mètres de la maison, bah ouais, 15 ans plus tard, il fait 20 mètres, et s'il tombe, voilà, c'est compliqué. Ou la maison qui a été construite trop près de l'arbre qui, pour le coup, est là depuis 200 ans, quoi. Donc en fait, il y a des choix urbanistiques qui sont pas les bons, il y a des choix en termes de plantation qui sont aussi pas les bons, des fois, quoi. Donc ça demande aussi de la formation des services, quoi. Des services techniques, mais des services aussi, des chargés de mission dans les collectivités qui disent oui ou non, des fois, à des projets d'aménagement ou de construction, quoi. Et de la pédagogie aussi. Ouais, complètement, ouais. Clairement. Mais c'est de la connaissance qui n'existait pas dans les collectivités, qui n'existe parfois pas encore dans les collectivités, dans certaines, parce que, en fait, les services sont pas extensibles, les moyens sont pas extensibles, donc ça passe par des formations, de l'accompagnement, et ça, c'est plutôt chouette. Donc tu vois, il y a ce volet-là, et puis après, il y a tout le volet, on va dire, plutôt études, qui va se concentrer sur plusieurs types de publics. Le simple particulier, je dis simple, c'est pas péjoratif, le particulier, qui a un arbre dans son jardin et qui se demande si cet arbre-là n'est pas devenu dangereux pour ses biens, pour ses petits-enfants, pour lui quand il passe en dessous. Et donc là, l'idée, c'est de venir et de faire un diagnostic mécanique et physiologique de l'arbre. L'état de santé, comment est-ce que l'arbre fonctionne encore normalement, entre guillemets, d'un point de vue physiologique. Est-ce qu'il est toujours vivant, des fois, tout bêtement? C'est un signe aussi, ouais. Et est-ce que mécaniquement, parce que physiologiquement, il peut être en forme, mais mécaniquement, il peut être altéré aussi. Parce que des racines ont été abîmées par le passé, etc. Il a un ancrage qui est de plus en plus complexe, par exemple, à maintenir. On a eu un cas sur une commune il n'y a pas longtemps. L'arbre, physiologiquement, on avait encore de belles années devant lui, mais mécaniquement, l'arbre est en train de s'effondrer petit à petit, quoi. Donc ça, c'est de le diagnostiquer, de l'observer, et ensuite de proposer des solutions, s'il y en a, pour, en tout cas, différents scénarios, différentes solutions à la personne pour le maintenir ou pas. Hein, l'alternative, à terme, peut-être parfois de le supprimer. Donc ça, c'est le particulier, globalement, le cœur de métier auprès du particulier. Les collectivités, et là, pour le coup, on passe par tout ce que je disais tout à l'heure, donc les îlots de fraîcheur, les îlots de chaleur, à nouveau du diagnostic du patrimoine arboré, les palettes végétales, quel type d'essences sont les plus adaptées à quel type d'espace urbain, périurbain ou rural. À nouveau former les services techniques, accompagner les services là-dessus, accompagner les collectivités aussi dans tout le travail d'inventaire et de préservation, de classement dans les documents d'urbanisme. Parce que les communes aujourd'hui peuvent protéger leur patrimoine arboré dans les documents d'urbanisme, ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme pour les communes. Alors, je me permets de te poser la question, le type Natura 2000, ce genre de choses, est-ce que ça fait partie de ce genre de choses ou c'est vraiment encore autre chose? Non, le PLU, c'est vraiment... alors, les copains urbanistes vont peut-être me juger, mais c'est pas grave.
C'est vraiment un grand document qui va planifier l'occupation du sol on va en faire l'état des lieux et va planifier l'occupation du sol de la commune pour, en général, 10 ans. Ok. Alors parfois, avec les lois, les machins qui passent, c'est revu un peu à la baisse, des fois c'est plus rapide que ça, le turnover. Il y a des mises à jour possibles aussi. Mais voilà, en fait, sur un PLU, vous allez avoir le cadastre, en fait, par exemple. Les implantations des maisons, l'implantation de la terrasse, l'implantation de la ruine, l'implantation des boisements, des machins. Ça, c'est la première couche. C'est vraiment, il y a ça sur la commune. Et après, en surcouche, on peut venir y mettre de la protection. Donc, il y a les zonages sur la première couche. Zonage U, c'est urbain, AU, à urbaniser, N, naturel, A, agricole, enfin voilà. Et par-dessus, on peut remettre de la surcouche de protection, donc c'est valable pour les bâtiments patrimoniaux, c'est valable pour les espaces boisés classés, pour l'arbre qu'on veut protéger au titre de la loi paysage, voilà. Et ça, c'est aussi mon travail d'aller accompagner les communes sur quoi inventorier, comment l'inventorier, est-ce qu'il faut que moi je l'inventorie, est-ce que quelqu'un d'autre l'inventorie, et ensuite derrière, quelles vont être les mesures de protection les plus adaptées derrière à mettre en place pour le protéger. Les plus adaptées à la fois pour préserver ce qu'on cherche à préserver dans le temps, mais aussi pour ne pas contraindre l'agilité de la commune, entre guillemets, sa souplesse, sa capacité à évoluer, à changer. Il y a une époque où on classait beaucoup de haies en espaces boisés classés, ce qui contraignait beaucoup la gestion. C'est-à-dire que des fois, abattre un arbre, c'est aussi un acte de gestion. Quand on a toute une haie ou tout un boisement, de temps en temps, abattre un arbre, c'est une manière de valoriser économiquement la forêt, tout en faisant juste une trouée. Les semenciers derrière vont grainer et on va avoir une gestion naturelle. En fait, c'est pas parce qu'on a abattu un arbre sur un ensemble d'arbres qu'on détruit la forêt, quoi. D'accord. Et certaines mesures de protection venaient contraindre, venaient empêcher de faire ça, quoi. Si je me permets encore une fois de vulgariser tout ce que tu dis, parce que il y a énormément de choses quand même. Fallait pas me faire venir. Impressionnant. non, mais comme quoi on ne sait pas tout ce que peut tout ce qui est du domaine du vivant, tout ce qui est du domaine arboré. On n'a pas toutes ces connaissances-là. Si je me permets de vulgariser, finalement, toi, ton objectif, c'est de faciliter la vie à la nature et de faciliter la vie aussi aux communes et aux particuliers pour qu'ils puissent tous s'y retrouver, finalement. Et de réconcilier un peu tout le monde, quoi. Autour de moi, ce thème qui est moi, le thème de l'arbre, quoi. Mais l'arbre, c'est un support pour la vie, c'est à la fois un habitant et un habitat. Oui. C'est ça qui est intéressant, en fait. On est tous, je pense, aujourd'hui quand même sensibilisés à protéger au maximum la nature, ou au moins à en faire quelque chose qui puisse vivre et de bien vivre. Le point de départ de notre digression, c'était de dire qu'il y a 15 ans, en fait, moi, quand les gens... moi, j'appelais les gens, j'allais voir les agriculteurs, j'allais pour planter des arbres, pour convaincre que j'étais un espèce de commercial de l'arbre. Et aujourd'hui, je me rends bien compte, en fait, on m'appelle. Depuis 5 ans, les gens appellent parce que, alors je sais pas, tu vois, est-ce que c'est Peter Volleyball, la vie secrète des arbres, est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est une vraie prise de conscience de quelque chose, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, l'arbre, la nature de manière générale, mais l'arbre est un petit côté un peu ambassadeur, c'est un peu le totem de ça. Les gens s'y intéressent, les gens cherchent des conseils, des renseignements. Même, des fois, c'est même assez paradoxal, là, c'est le côté moi, que j'aime moins dans cette histoire-là. Des fois, beaucoup de gens deviennent militants avec peu de connaissances, pas assez de connaissances, et peuvent même parfois ne pas comprendre les démarches qu'on met en place sur le patrimoine arboré. Abattre un arbre, pour eux, ça va être sacrilège, entre guillemets, alors que c'est pour justement que tout le reste puisse vivre de meilleure manière. On peut abattre des arbres, on a toujours abattu des arbres à travers l'histoire de l'humanité, ça il faut pas l'oublier. Alors, on n'a jamais été aussi nombreux, l'urbanisation n'a jamais été aussi galopante, mais on a toujours, à un moment donné, coupé un arbre, en fait, parce qu'il était devenu dangereux, parce que en fait, c'était le moment de le transformer en quelque chose, en fait, voilà. Donc ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Voilà. Moi, je pourrais pas dire à quelqu'un qui a un arbre qui est absolument insauvable, qui est collé à sa maison, avec ses petits-enfants dans leur chambre, non, en fait, tu l'abats pas parce que c'est un arbre. Non, on peut pas. En fait, le pire, c'est, en plus, le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que ce faisant, en fait, on risque d'avoir une mise en danger des biens des personnes, avec réellement des dégâts à terme, et en fait d'avoir plus de gens aussi qui se liguent contre l'arbre, parce que, ah oui, attends, vous avez vu, il est tombé, donc c'est dangereux, donc... Ça fait partie du travail de pédagogie aussi, de faire bien les choses comme ça, quoi. Mais, bon, j'ai un peu dérivé, mais... Non, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui compte dans la société, et je vais pas te mentir, du coup, créer une boîte dans un climat où l'arbre a plus d'importance,
dans l'esprit des gens, dans l'esprit des collectivités, que ce soit parce que c'est dans l'esprit des gens ou parce que c'est une vraie conviction, et ben de fait je pense que c'est intéressant. Ouais. Ah oui, puis on était sur ce que... Oui, et après, sinon, en dernier public, il y a d'autres bureaux d'études, d'autres entreprises, ouais. Tout à fait. Alors, soit les entreprises à accompagner parce que y a du verdissement, parce que, voilà, de l'aménagement, on en revient un peu au travail avec les collectivités, même s'il est un peu différent, parce que les moyens sont pas forcément toujours les mêmes. Et puis, il y a les entreprises qui travaillent elles-mêmes en tant que bureau d'études, donc qui font de la prestation intellectuelle, mais qui n'ont pas cette compétence-là. D'accord. La compétence que moi, je peux avoir. Et du coup, on peut travailler ensemble sur des projets communs. Tu serais prestataire sur ce sujet particulier. Co-traitant, ça se dit ça? Co-traitant, ouais, pourquoi pas. C'est toi le spécialiste là. Sous-traitant, co-traitant, prestataire. Bah, tu vois, là, donc là, moi, je travaille toujours. Là où je vais pas tarder à m'arrêter. Là où je travaillais, bah non, je travaille toujours. Là où je travaille, donc je peux le citer, là où je travaille? Oui, si tu veux. C'est une structure publique. Aujourd'hui, je travaille au parc naturel du Golfe du Morbihan. De toute façon, je l'ai cité au tout début. Voilà. Donc voilà. Et donc là, je suis en vacances depuis vendredi dernier, ouais. Ok. Et là, en 4 jours, ouais, les deux plus gros, on va dire pas contrats, marchés, je sais pas trop comment dire. Ouais, sont en fait à venir ou déjà réalisés. En gros, ça va être sur 10 jours. C'est avec d'autres indépendants ou d'autres bureaux d'études qui ont une activité soit de paysage concepteur, soit effectivement des bureaux d'études environnement, mais qui n'ont pas forcément cette compétence aussi spécifique de l'arbre. Ok. Donc toi, tu es quand même malgré tout expert sur toute cette partie arborée. Ouais, alors il y a des experts qui sont bien plus compétents que moi sur l'expertise physiologique et mécanique aussi. Je pense que peut-être ma force, c'est d'avoir connu ou de connaître l'arbre dans toutes ses composantes. Moi, j'ai travaillé en tant que bûcheron, en tant que forestier. Donc, je connais l'arbre forestier en milieu sylvicole. Je connais l'arbre forestier en milieu forestier naturel, en libre évolution, on va dire. J'ai travaillé, je passais brièvement dessus, mais je travaillais en tant qu'animateur en Bresse-Bocage. Donc, mon travail, c'était de ramener l'arbre de plein champ, ramener l'arbre au milieu de la haie. D'accord. Bresse-Bocage, c'est un programme spécifique breton qui finance, très court, qui finance la recréation de haies bocagères, le bocage. D'accord. Voilà. Et donc moi, à ce titre-là, j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'ai planté de nombreux kilomètres de haies bocagères. J'ai accompagné les agriculteurs sur l'entretien, comment est-ce qu'on entretient une haie pour retrouver un peu les modes de production et les produits qu'on valorisait autrefois dans les bocagères, qui étaient renouvelés à l'époque, les bocagères. C'était pas on abattait, on exploitait, c'était vraiment, de temps en temps, on venait tailler, on prenait ci, on prenait ça. Et la haie était toujours là, aujourd'hui en fait, quand on n'a pas à raser. Donc voilà, donc je connais l'arbre aussi, l'arbre agricole, l'arbre de plein champ. Et puis depuis que je suis au parc, j'ai beaucoup travaillé avec les collectivités sur l'arbre en ville. Aussi, donc l'arbre plutôt d'ornement, qui a une histoire complètement différente. Qui n'a pas les mêmes objectifs aussi que la forêt qu'on a à côté de chez soi. Quoi. Et qu'on a des nouveaux, on parlait de fraîcheur tout à l'heure, donc il y a d'autres objectifs qui arrivent, c'est pas les mêmes espèces. Souvent en ville, oui, c'est des espèces qui sont issues de l'ornement, quoi. Donc des grandes découvertes, 17e, 18e siècle. Et on a arboré, alors il y a eu des modes, partout, et à une époque, pareil, les modes c'était le marronnier, parce que la fleur était originale, le fruit était original. Bon, maintenant le marronnier tout le monde connaît, donc les modes sont différentes aujourd'hui. On a eu la mode des albizia, là, sur le littoral, on a eu beaucoup. Des albizia? Ouais, ça fait des petites feuilles composées, et puis ces fleurs roses, là, on a eu partout en ville. Enfin, voilà, il y a des modes aussi dans l'arbre, d'ornement. Mais voilà, je pense que ma force aussi, c'est d'avoir traversé, on va dire, moi j'essaie de résumer là où on trouve l'arbre en 4 environnements, et d'avoir traversé ces 4 environnements-là, d'avoir travaillé avec les acteurs de ces 4 environnements-là, d'avoir mené des projets opérationnels et d'avoir un peu de retour d'expérience, de ne pas les avoir menés seuls aussi, d'avoir d'autres gens avec qui je travaille qui peut-être faisaient ça depuis 15 ans, 20 ans là-dedans, mais uniquement là-dedans, et d'avoir pu justement être un peu à la confluence de tous ces métiers-là. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça la force que j'ai dans mon métier aujourd'hui, quoi. Je suis pas aussi expert que d'autres, mais... Techniquement, tu es quand même expert dans ton domaine, mais par contre, tu as l'œil ouvert sur toute la vie en général de l'arbre, quel que soit son environnement, finalement. Ok. Ouais, il y a des exemples
flagrant. Bon, je pense que tu pourras nous en citer. Je vais le faire. Ouais, non, j'arrête de parler. Non, mais au contraire, c'est ça la problématique. On sent que t'es passionné, on sent que t'es un expert, et je pense que tu pourrais nous en raconter pendant des heures et des heures et des heures, et tout le monde écouterait. C'est aussi pour ça que tu fais des conférences. C'est plus la bonne chaîne après, c'est ça. C'est ça, c'est que là, l'interview, donc, c'est ce qui est génial, c'est que, et moi, ce que j'en retiens, en tout cas, et j'espère que ce que les personnes vont en retenir, c'est que t'es un passionné, t'es expert, on sent que le vivant, que ce soit l'arboricole, mais tout ce qui touche aussi à tout ça, tu nous as parlé de l'eau, tu nous as parlé de zones humides, zones sèches, tu nous as parlé des animaux, tu nous as parlé des champignons, tout ça, ça prend quand même énormément de compétences. Ouais. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est que dans ton entreprise, tu puisses t'éclater, surtout. On va essayer, ouais. c'est surtout ça le principal. Et que justement, tu atteignes je pense, un des objectifs que tu t'es fixé, c'est vraiment de trouver le bon compromis pour le vivant, pour l'homme, pour son expansion. Et voilà. On peut pas vendre la nature en s'opposant. La phrase s'arrête là d'ailleurs. On peut pas vendre la biodiversité, les arbres en s'opposant, ou en tout cas en niant les besoins des gens de manière générale. Mais c'est un principe qui est valable bien au-delà de ce que de mon domaine de compétences. Mais on peut pas défendre un sujet en n'écoutant pas en fait les personnes en face de nous et vendre du patrimoine arboré, réinstaller de la nature en ville, réinstaller de l'arbre en ville. On a de très bons arguments, on a les meilleures intentions du monde. C'est une évidence. On n'est pas là pour faire du mal aux gens en ramenant de la nature en ville. Tout à fait. Et donc voilà, il faut aussi écouter en face quels sont les arguments et voilà, il y en a des mauvais, ça c'est sûr, mais des arguments en face. Mais... Il y aura toujours des non, mais voilà, ça passe par la des discussion et ça passe par l'échange et je pense que ouais, c'est la bonne méthode. Ouais. Et la passion en général, ça aide pas mal aussi. Et quand même avoir de l'expérience et des compétences aussi, c'est pas mal. Ouais, et savoir des fois aussi. Alors ça, c'est un autre truc. J'avoue que j'ai remarqué pas mal, j'en sais rien, mais qu'on remarque, je pense qu'on est nombreux à avoir remarqué, faut savoir où sont ses limites aussi. Oui. Parce que des fois, à se surestimer et à dire des conneries, on perd en crédibilité, et c'est pas seulement notre crédibilité individuelle qui disparaît, c'est aussi parfois la crédibilité d'une profession ou d'une structure, quoi. Ouais. Voilà, moi je travaille pour le parc de machin, si je commence à dire des conneries à droite à gauche, parce que en fait je m'estime plus compétent que les autres ou je me surestime, en fait c'est de la structure qui est remise en question. Si en tant qu'arboriculteur ou expert en patrimoine arboré, je sais pas quoi, je vais dire des choses, en fait on fera plus confiance aux gens de la même profession que moi, quoi. Ça c'est quelle que soit la profession, on a les mêmes à la maison. Chez nous on n'est même pas, en plus chez nous on n'est même pas médecin, le médecin il a un diplôme de médecine. Moi mon métier, il n'y a pas un diplôme qui t'y amène, entre guillemets. D'accord. Moi j'ai des diplômes, j'ai une expérience professionnelle, mais en fait il n'y a pas de... Par exemple les gens qui sont vraiment purement experts en diagnostic patrimoine arboré, il n'y a pas de diplôme qui t'amène à ça. Il y a plein de formations que tu peux passer à droite à gauche qui créent un faisceau de connaissances, mais... Donc on a intérêt à être crédible, on a intérêt à être expert, et on a intérêt à savoir quand on ne l'est plus expert, et quand il faut transmettre le dossier, la compétence, la question à quelqu'un de plus expert que nous, en tout cas quelqu'un qui saura rediriger vers les bonnes personnes, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, toi tu vas amener une compétence, tu vas amener un regard, tu vas amener un objectif, mais techniquement il y a des experts plus pointus sur certains sujets où toi tu vas pouvoir travailler avec eux et ensemble vous allez trouver la solution. Peut-être d'un côté maîtrise d'œuvre. Ouais, tout à fait. Mais c'est moi, tu prends un converti. Hein. Moi, j'imagine. Moi, je découvre des trucs en te parlant, mais toi, tu les savais déjà. Non, pas du tout. Mais le collectif, comme on dit, on va plus vite tout seul, mais on avance plus sereinement on va plus loin, à plusieurs. Exactement. Oui, complètement. C'était à peu près ça. Donc, écoute, je te remercie. C'est moi. Je vais te poser les dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Il y a encore une question. Il y a une dernière question. Est-ce que, justement, tu aurais aimé répondre à une question que je ne t'ai pas posée ? Attends, je suis en train de me faire un feedback de ce qu'on s'est dit du coup depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question à laquelle j'aurais aimé répondre, mais que tu ne m'as pas causée ? Pas tant, en fait. Pas tant. Il y a plein de questions que tu m'as pas posées, mais... je pense qu'on pourrait en faire des heures et des heures.
Non, j'en sais rien. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Hein. Non, il y a des questions idiotes, tu vois, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, ce genre de choses, tu vois, et... Où te vois-tu dans 10 ans, Alexandre ? Et non, parce que c'est une question que je me pose, en fait. C'est plutôt, en fait, la question que je me pose, moi. Moi, j'en ai aucune idée, en fait, tu vois. Ok. Parce que j'adorerais, dans 10 ans, pouvoir me dire que, justement, cette espèce de prise de conscience de l'importance de la nature en ville, de la nature, le contact qu'on a avec elle, aurait continué à suivre cette même courbe, quand même plutôt ascendante, on va dire. Ouais. Et j'aimerais, dans 10 ans, tu vois, devoir changer de métier, quoi. J'aimerais être obligé de changer de métier parce que finalement les choses vont de soi. Il n'y a plus besoin on est tellement nombreux à faire ce boulot-là et tellement nombreux à être bons. Et en fait, il n'y a plus de frein derrière que, en fait, j'ai plus qu'à me reconvertir, j'en sais rien, moi, en tant qu'artiste, musicien. Ouais, je sais pas ce qui me passionnerait d'ailleurs. C'est assez effrayant en fait si j'ai plus l'arbre pour travailler. Mais justement, tu vois, j'ouvrirai un refuge en montagne où j'accueillerai des randonneurs l'hiver autour d'une belle potée montagnarde. Je sais pas si je peux te le souhaiter, du coup. Du coup, là, je sais pas trop, mais oui, ce serait, je pense, tout le monde sera d'accord de dire que oui, ce serait génial que tu n'aies plus ce métier-là. Mais malheureusement, je pense que tu as encore de belles années devant toi. Vu l'actualité du moment, je pense que j'aurai encore un peu de travail en 10 ans. Et dans un sens, tant mieux. Tant pis. Tant mieux, tant pis. Tant mieux pour toi, tant pis pour nous. Entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais bon. Tu vois, pour finir un petit peu, moi, je pensais vraiment la façon dont tu m'as présenté les choses, dont tu nous as présenté les choses. Finalement, tu pourrais presque prendre l'arbre comme entreprise. C'est que tu as démarré à la racine et aujourd'hui, tu es en train de mettre les branches, en fait. Ouais. Les compétences que tu as acquis. Et ce qui est intéressant avec l'arbre, c'est que les racines continuent à progresser aussi. C'est ça. Et ça, c'est toujours. Cool. Ouais. Ça, c'est très, très bon. Les racines sont toujours là à s'enfoncer encore plus loin pour aller chercher des ressources. Et être le plus stable possible. Mais c'est un beau modèle de... Enfin, comment dire, faut être humble face à l'arbre. Quand on voit un vieil arbre, il a pris le temps de faire ses racines, de s'installer à un endroit avant de se déployer en aérien. Il en a vu passer devant lui, des générations, des usages, voilà. Nous, on est petits. Et je trouve que c'est un beau modèle d'humilité. Enfin, en tout cas, qui devrait nous inspirer de l'humilité. Ça me fait penser à une chanson de Trio, mais... Ok. Je vous laisse aller chercher une chanson de Trio, il n'y a pas de souci. Écoute Alexandre, merci pour tout. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus, à part merci. Merci à vous, c'était intéressant comme... Moi je viens de créer ma boîte, donc avoir ce temps d'échange, c'est... Le discours est pas prêt encore, tu vois, il reste spontané. Mais c'est chouette, c'est très chouette. C'est justement ça, c'est ça je pense qui est génial, c'est justement, t'as tellement d'expérience, aussi d'exemples à donner que, comme je dis, je pense que c'est un peu moi, entre guillemets, qui clôt le truc, parce que tu pourrais en parler pendant des heures, et le problème, c'est que je t'écouterais. C'est ça le problème. Sauf qu'à un moment donné, on est obligé d'arrêter, quoi. Eh bien, arrêtons. Si vous voulez m'écouter, venez en conférence. Ok, c'est ce vendredi, donc c'est mort. Mais encouragez votre commune à ouvrir des soirées pour faire des ciné-conférences, ciné-débats, des conférences, etc. autour de l'arbre. C'est un sujet passionnant et voilà. Comme ça, on pourra papoter de ça. Dans tous les cas, Horizon Canopée, Alexandre Crochu, et donc n'hésite pas à faire beaucoup de pubs pour que l'arbre soit enfin dans la ville comme il faut, quoi. Merci à la chaîne Entreprise. Merci à toi. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et donc merci à toute l'équipe aussi, donc Gilda qui est à la technique et Yannick qui n'est pas là aujourd'hui mais à qui on pense très fort. N'oubliez pas aussi d'aller voir notre Tipeee, pardon, faut vraiment que c'est compliqué pour moi Tipeee. C'est la fin. C'est la fin. Donc n'hésitez pas à liker, on a aussi les interviews qui sont sur Apple Podcast et Spotify. Dans tous les cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Alexandre. Merci beaucoup Pierre. J'ai très peur. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci à vous.